Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux d'être ici, dans la salle héraldique de la Diana, à Montbrison, où vous nous accueillez aujourd'hui. C'est un magnifique lieu. Montbrison est une ville étonnante, puisqu'on la découvre un peu cachée dans son paysage. J'ai une première question par rapport à votre petite ville ou à votre ville moyenne, je ne sais pas, vous me direz. C'est, selon vous, est-ce que sa position géographique, son implantation, je dirais, aux marges entre le Forez et la plaine de la Loire, est-ce que c'est un avantage ou au contraire un inconvénient? Non, c'est un énorme avantage. Un énorme avantage parce qu'on est au cœur du Forez, au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, au cœur de la Loire. En fait, on est à une position très centrale de plusieurs métropoles ou de grandes villes. Et vous avez raison d'hésiter entre ville moyenne ou petite ville, parce qu'on est une petite ville moyenne. 16 000 habitants, c'est pas très gros, hein. Et malgré tout, une centralité bien positionnée, bien ancrée dans son histoire, bien ancrée sur ses deux jambes. C'est une ville très historique. Et donc, vous considérez que cette implantation géographique vous donne un avantage en matière d'attractivité, de commerce, de qualité de vie? De tout ça réuni. C'est un très juste équilibre. Je pense que, et c'est pas pour être dans la flagornerie, puisque je ne suis moi-même pas montbrisonnais, donc je ne peux pas dire que c'est ma ville de naissance. Elle m'a complètement adopté ou je l'ai complètement adoptée. C'est une ville qui a gardé son histoire, qui a gardé son mode de vie, qui s'est développée, mais qui s'est développée modérément, sans excès, d'une façon très régulière. Et quand je dis qu'elle a gardé son histoire, elle a gardé l'histoire de son environnement également, puisqu'elle est toujours capitale du Forez, elle a toujours un énorme marché le samedi matin, elle attire toujours les agriculteurs qui produisent à l'extérieur pour vendre sur le marché. Elle a gardé son histoire, elle a gardé son mode de vie, je dirais. Et elle a eu cette chance d'avoir une métropolisation un petit peu éloignée, à 40 km, ce qui est proche pour nos étudiants qui vont à l'université, proche pour nos étudiants qui vont à Lyon, mais qui finalement est assez loin pour ne pas avoir de concurrence commerciale trop forte, pour ne pas avoir trop de fuite de nos habitants, voire même peut-être que nous sommes un peu attractifs des métropoles chez nous. Alors, on a traversé une crise sanitaire très importante, il n'y a pas très très longtemps. On sait aujourd'hui que les Français ont un peu changé de point de vue sur les villes moyennes. Ils fantasment peut-être un peu la qualité de vie dans ces villes, puisqu'ils sont dans des villes denses, des très grandes villes, donc ils ont une aspiration profonde à changer de vie. Est-ce que vous avez l'impression que Montbrison peut jouer cette carte-là, peut attirer des populations de Lyon, de Saint-Étienne, qui voudraient finalement, avec un télétravail qui se développe, vivre à Montbrison et travailler en ville, mais pas tous les jours, quoi? Alors, on le ressent sur effectivement des populations de ce type. Je dirais qu'elles restent malgré tout, les personnes qui télétravaillent, ce n'est pas la majorité aujourd'hui de l'évolution de la société. Ça évolue beaucoup, mais ce n'est pas encore la majorité. Donc on le sent, c'est vrai. Nous, il faut qu'on garde à l'esprit que notre politique publique aujourd'hui, elle est dans la reconquête de nos centres-villes. Si on laisse s'installer, comme ça a pu se faire dans certains territoires, des populations massives, je ne parle pas de quelques cas, mais des populations en quantité importante, dans nos campagnes, dans nos villages, on déstructure justement l'histoire dans laquelle nous sommes. Donc, nous, aujourd'hui, notre politique publique, c'est véritablement la reconquête des centres-villes, la lutte contre le logement vacant. On a énormément de logements vacants. Alors oui, on sent cette aspiration, on la sent, mais attention à une autre partie de la population qui ne télétravaille pas, et sous couvert d'aspiration d'aller un peu à la campagne, se retrouve à faire des mobilités très importantes. Et on le vit. On voit bien entre Saint-Étienne et Lyon aujourd'hui les difficultés que nous avons. Nous commençons à avoir une problématique de mobilité entre le Forez et Saint-Étienne. On essaie de lutter contre. Et donc, il faut qu'on ait un rapport entre le nombre de personnes qui habitent le territoire et le nombre de personnes qui travaillent dans le territoire adéquat. Aujourd'hui, on est un peu faible. Il faut qu'on développe notre emploi avant de développer notre activité d'habitat. D'accord. Alors, vous parliez de la revitalisation des centres-villes. C'est un vrai enjeu, effectivement, partout dans les villes moyennes. Quand même, dans Montbrison, il y a quelque chose qui se voit immédiatement, c'est la vitalité commerciale. Alors, vous avez bien sûr de la vacance, mais on sent une vraie impulsion commerciale dans ce petit bourg, où il y a de la diversité, de la qualité. Donc, est-ce que c'était
intrinsèquement un facteur existant à Montbrison, ou est-ce que ce sont les dispositifs nationaux que vous avez su capter qui vous ont aidé à travailler là-dessus? En fait, là encore, c'est un ensemble de choses. Historiquement, Montbrison, par exemple, si je parle d'attractivité commerciale, a un marché de 250 forains tous les samedis matins. Qui est classé d'ailleurs, qui a été promu le plus beau marché de France en 2019, mais qui attire plus de 20 000 personnes chaque samedi matin dans la ville. Donc on double notre population chaque samedi matin. Ça, c'est historique. C'est un marché qui a 800 ans. Donc il a toujours existé. Donc ça, c'est l'histoire. Après, quand en 2014, nous sommes arrivés aux manettes de la ville, il y avait 13% de vacances de commerce. Et on était aux portes du basculement vers un centre-ville qui se dévitalisait. Et on a aujourd'hui 450 commerces, 7% de commerces vacants, et effectivement une dynamique qui est enclenchée, qui a été très importante. Elle a commencé assez classiquement au mandat précédent avec un investissement dans l'espace public, de nouvelles rues, de l'embellissement des places, de la végétalisation. Mais le dispositif Cœur de Ville nous a complètement accéléré la rénovation du centre-ville par justement la reconquête de l'habitat privé notamment, où là, les différents dispositifs comme le fonds Friche ou autres jouent un enjeu énorme, puisque ce qui change en fait, c'est que quand on est maire aujourd'hui, il faut accepter de mettre de l'argent public dans de l'habitat privé. Et quelque part, ces politiques-là, dans des villes de 16 000 habitants, des petites villes moyennes, ça ne se faisait pas. On met de l'argent public dans la rue, dans une place, dans un gymnase, mais aller mettre de l'argent public dans un déficit foncier, ce n'était pas du tout dans les mœurs. Donc ce qui a changé le dispositif Cœur de Ville, c'est ça, c'est de faire prendre conscience que la politique publique, la puissance publique, doit aller là où l'initiative privée ne va plus. Et donc on doit couvrir des déficits pour que des opérations de centre-ville sortent. Et c'est ça qui donne une dynamique à la ville, puisque quand la municipalité décide d'enclencher ce type de dispositif, les promoteurs privés arrivent, les investisseurs privés arrivent, les bailleurs sociaux arrivent, et quand on est tous autour de la table, les projets sortent. Vous avez quelques exemples à nous citer? J'en ai un qui est majeur, qui est l'entreprise GG sur Moins, qui était une friche de 40 ans qui sort de terre avec un programme énorme de 25 millions d'euros. 25 millions d'euros d'investissement dans une ville de 16 000 habitants. C'est énorme. Et on a dans le centre-ville de Montbrison, dans le centre historique de Montbrison, 4 îlots repérés, 4 îlots d'immeubles qui vont partir en renouvellement urbain. Et pour vous dire, c'est la première fois dans l'histoire de Montbrison qu'il y a une opération de renouvellement urbain. Il y a déjà eu des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, jamais de renouvellement urbain parce que c'était des opérations trop lourdes. Aujourd'hui, avec ces différents dispositifs, on y arrive et on y arrive même plutôt vite. Donc ok, la ville elle est en train de bouger, le commerce vous vous en êtes occupé, les habitants vous êtes en train de vous en occuper. Mais je sais que maintenant vous êtes devenu président du SCOT Sud-Loire. Il y a un enjeu quand même par rapport à la sobriété foncière maintenant, à l'échelle nationale. Donc il va quand même falloir arriver à présenter une idée de densité douce, de belle densité, acceptable. Comment vous voyez les choses? Alors, oui, il va y avoir un degré d'acceptabilité. Mais oui aussi, on a perdu beaucoup trop de temps. Donc il y a un changement de paradigme qui va être, je pense, assez fort. Mais quand je discute aujourd'hui, tout le monde est vraiment unanime pour dire que quand on a 600 logements vacants dans un centre-ville, on ne peut pas continuer à artificialiser les sols. Tout le monde est d'accord pour dire que si on est dans une région rurale, les terrains agricoles doivent être complètement préservés, on ne doit plus y toucher. Voilà, ces préalables-là existent. Après, est-ce qu'il faut dans un village être en capacité de réhabiliter une grange ou même de réhabiliter des maisons abandonnées? Oui, c'est-à-dire que si on décline cette politique publique à différentes échelles, que ce soit Saint-Étienne Métropole, ou que ce soit Montbrison, ou que ce soit Noir-Étable, qui est une polarité chez nous, qui est une petite commune de 1500 habitants, c'est une centralité, elle a des équipements, elle permet aux habitants d'une établée d'avoir un certain nombre d'équipements. Eh bien, à Noir-Étable aussi, il y a de la vacance de logement et on doit effectivement favoriser cette reconquête. Donc ça, c'est la sobriété foncière. Occupons-nous déjà de ce qui n'est pas rempli. Plus problématique, la question de l'économie. Là, on a des modèles économiques à revoir. On est en train de travailler sur loi forêt agglomération, sur des parkings mutualisés, des parkings en silo dans des zones économiques. Chez nous, ça n'existe pas. Chaque artisan a son parking pour ses clients. Ces modèles-là, c'est fini.
Il faut reconsidérer tout ça. La difficulté va être d'adapter la rapidité de la loi climat et résilience et de ce qu'elle implique avec la diminution de 50% de l'artificialisation tous les 10 ans et la lenteur de nos politiques publiques. Il faut qu'on arrive à accélérer le process de nos politiques publiques, sinon il va y avoir à un moment donné un vide dans lequel l'habitant ne va pas s'y retrouver. Alors, le volontarisme politique fait beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Comment vous embarquez les acteurs économiques, les citoyens? Vous avez déjà en tête une méthodologie particulière? Alors, c'est ni plus ni moins avancer ensemble à chaque pas. C'est-à-dire que toutes les étapes que je vis au SCOT dans le nouveau schéma de cohérence territoriale, il est partagé immédiatement avec les bureaux des EPCI, immédiatement en réunion avec les clubs d'entreprise. C'est-à-dire qu'on avance ensemble la montée en connaissances et le partage des connaissances pour ne pas imposer une orientation dans 3 ans, parce que c'est à peu près le délai que nous avons, qui arriverait subitement. Donc on emmène tout le monde avec ça. La deuxième chose, c'est la décentralisation des décisions. Alors ça, c'est fondamental dans le cœur de ville. Là, je parle des politiques publiques, où laisser la main aux maires, aux PCI, ou en tout cas aux collectivités locales, avec l'État, avec les sous-préfets ou préfets, pour décider des financements des différents projets et des différentes friches et autres. Ça, c'est essentiel aussi, ça accélère les process. Après, on a encore quelques étapes à faire sur quelques dossiers très importants pour nous. Le dispositif d'action logement est un dispositif essentiel. L'ANA, bien évidemment. Bon, là, peut-être qu'on pourrait essayer d'améliorer les rapidités de process ou les déclarations d'utilité publique, les DUP, des procédures qui sont très lourdes aujourd'hui dans notre pays. Ça fait partie, je milite pour que ça aille un petit peu plus vite, parce que si on veut faire du renouvellement urbain, il faut qu'on accélère tous ces processus-là, sinon on ne sera jamais prêt pour offrir des nouveaux logements aux personnes en ayant arrêté l'artificialisation nette, c'est-à-dire qu'à un moment en ayant arrêté l'artificialisation, on n'aura pas la possibilité de pouvoir offrir des logements alors qu'on est en accroissement démographique. Effectivement, il y a un petit problème de hiatus. C'est ça. On est d'accord. Mais sur l'État local, je reviens un peu sur ce que vous venez de dire, décentralisation, déconcentration. On ne va pas rentrer dans ce débat, mais j'avais cru comprendre lorsqu'on s'était vu il y a quelque temps que vous étiez plutôt satisfait de la manière dont les choses se passent au niveau local. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle je milite pour que ces dispositifs soient maintenus dans la décentralisation de la décision. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément qu'on décentralise tout, notamment les critères et autres, mais sur le fait d'avoir la main sur dire « oui, ok, on est en mode projet, celui-là, il sera soutenu », et que personne ne décide que ça ne le soit ou finalement pas. Ah oui, voilà. Là, on a vraiment une plus-value, et quand je vois les partenaires, que ce soit l'État, la région, le département, le PCI, la commune, ça fonctionne très très bien. Aujourd'hui, on a vraiment, sur les appels à projets, en plus j'ai connu l'avant et l'après. J'ai vraiment connu le moment où on s'occupait de l'espace public, on a la main, le maire décide avec son conseil municipal, il demande des subventions et puis ça va bien. Là, quand on rentre sur des projets comme une friche comme GG, où si on n'avait pas eu le dispositif sécurisant et décisionnel autour de nous, ça ne sortirait toujours pas. D'ailleurs, si en France, on a autant de retard sur la requalification des centres-bourgs, c'est que c'est bien un problème de structure nationale. Donc on est plutôt en face d'une méthodologie qui a été mise en place il y a quelques années, qui fonctionne plutôt pas trop mal. Le maire et le sous-préfet sont en capacité d'échanger rapidement et de prendre des décisions, en fait, c'est ce que vous nous dites. Exactement, le tandem État-maire, le couple préfet-maire est quelque chose en lequel je crois, oui. D'accord. Et les citoyens dans tout ça, vous leur parlez comment? Bon, les citoyens constatent déjà l'évolution de la ville. La première chose que voit l'habitant, c'est au final, à quoi servent mes impôts? Aujourd'hui, modestement, que ce soit sur Montbrison ou Loire-Forêt, je touche du bois, ils ont l'air plutôt satisfaits. Après, sur ce qui touche à la propriété privée, c'est-à-dire les documents d'urbanisme, les SCOT, les PLU, etc., là, il faut que nous, on aille au charbon. Il faut que les élus portent et incarnent ces projets-là. Si on envoie d'autres techniciens pour annoncer les mauvaises nouvelles et que l'élu, il est là pour couper le ruban, ça ne marchera pas. Et donc, il faut oser dire les choses, il faut oser dire quand ce n'est pas forcément agréable à entendre, mais peut-être aussi que porter un projet de territoire ou quand on s'adresse à nos habitants en leur disant « on est bien d'accord, on ne va pas mettre des immeubles partout à Montbrison, on est bien d'accord, on a des logements insalubres en centre-ville, il faut bien qu'on s'en occupe, on est bien d'accord, si vous voulez avoir un marché le samedi matin qui continue d'avoir des produits locaux, il nous faut des agriculteurs. » Et je crois que sans caricaturer et sans trop simplifier
l'explication. Ce que je suis en train de vous dire, et quand je le dis à mes concitoyens le samedi matin, je n'ai pas l'impression que ça les rebute trop. La difficulté, c'est quand ça va arriver chez eux, dans le document d'urbanisme, c'est que peut-être le terrain sera plus constructible. Eh bien demain, moi je fais le pari qu'une maison qui a un terrain non constructible aura peut-être plus de valeur qu'une maison qui a un terrain possiblement constructible. Parce que le cadre de vie de la maison avec le bout de jardin sera tel que peut-être que là aussi les mentalités changeront. Et donc si on prend un peu de hauteur par rapport à Montbrison, si on regarde l'agglomération, c'est une agglomération qu'on peut qualifier de rurale, je pense. Oui. Elle est majoritairement rurale, donc vous avez beaucoup de petites communes. Oui. Et là, comment vous gérez la cohérence à l'échelle de ce bassin de vie ? 87 communes, 87 maires, 112 000 habitants, très bien structurés avec la mise en place, l'existence en tout cas de polarités. Donc on a Noir-Étable que j'ai cité tout à l'heure au nord, Bouin, Saint-Bonnet-le-Château au sud, Montbrison, Saint-Just-Saint-Ambert. On a après des villes un petit peu plus petites que Montbrison qui sont intermédiaires comme Suril-Comtal et Saint-Romain-le-Puy. En tout cas, on a une structuration dans le territoire de polarités qui ont des équipements. Et puis nous avons des toutes petites communes, la plus petite à 40 habitants. Et pour autant, là encore, la démarche, c'est d'essayer de partager un projet de territoire. Est-ce que collectivement, on est bien d'accord avec ces orientations-là ? Et puis chacun va apporter, j'allais dire, ce qu'il peut dans la construction de ce territoire. Mais encore une fois, mon slogan pour Loire-Forêt Agglomération, c'est de dire les élus parlent aux élus. Mais bien sûr, il faut que les élus parlent aux élus, il faut que les élus parlent entre eux, de façon à construire la politique qu'ils souhaitent, et pas forcément, ce qui est un peu le danger dans des agglos tels que la nôtre, structurés, où on a 450 agents, une direction générale extrêmement performante, et peut-être, des fois, on pourrait perdre nos élus de petites communes qui n'ont pas d'ingénierie et qui finalement pensent que l'agglo est devenue une technostructure qui dirige à la place des élus. Donc ça, il faut fendre ça, mais ça nécessite de la part des élus de l'exécutif notamment, de prendre en main la compétence et d'aller parler à l'ensemble des élus pour aboutir au projet de territoire. C'est ce qu'on essaye de faire et nous sommes arrivés à le faire sur un PLU à 45 communes, PLUI à 45 communes, il est signé, validé, et on enclenche un process de PLUI à 87 et construire un plan local d'urbanisme intercommunal à 87 communes, c'est véritablement construire un projet de territoire. S'il y a bien un document fondamental qui ancre sur le papier, dans la loi, un projet de territoire, c'est bien les documents d'urbanisme. Merci Monsieur le maire, nous serons très heureux de revenir début juillet pour les rencontres des villes moyennes de la Fabrique de la Cité à Montbrison et à Roanne. Je sais que vous allez nous accueillir de la meilleure des manières, avec beaucoup d'élus, toutes ces personnes dont vous venez de parler qui sont très importantes dans le territoire. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt.